Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous avons vu la méthode de Louis. Maintenant, nous allons voir comment se passe avec la méthode du cristal tournant. Alors, la méthode du cristal tournant, cette fois-ci, la longueur d'onde est fixe. Donc, c'est un rayonnement qui est monochromatique, qui est filtré, par exemple, par discontinuité ou par monochromateur. Et généralement, on utilise l'arrêt K-alpha. C'est tout le temps qu'on utilise l'arrêt K-alpha. Θ variable. Θ variable, tout simplement parce que l'échantillon qui est toujours monocristallin, qui est fixé sur une tête goniométrique, on le fait tourner autour de son axe. Alors vous comprenez, donc si vous regardez un peu le montage, vous comprendrez que la méthode du cristal tournant et la méthode de Loé sont deux méthodes complémentaires. J'explique. Il suffit de changer de chambre, de placer un filtre et de changer de chambre, ou de modifier le tube, et voilà, et vous êtes dans la méthode du cristal tournant. C'est-à-dire, vous avez votre échantillon qui est placé sur le goniomètre. Dans la méthode de Loé, l'échantillon est fixe. Dans la méthode du cristal tournant, le goniomètre, il fait tourner l'échantillon autour de son axe, tout simplement. Sinon, pour le reste, c'est un peu la même chose. Ah, pardon, je m'excuse. Ici, la chambre du cristal tournant, elle est circulaire. Voilà. Donc elle est circulaire, donc finalement, le film est aussi circulaire. Donc à la fin de l'expérience, on ouvre le film et ça nous fait donc un film plan. Voilà donc la différence entre les deux. Alors, c'est un peu compliqué pour décrire la fonction, comment, le principe de formation de l'image de diffraction. Pour cela, je vous montre un peu cette figure. On peut voir par exemple l'échantillon qui est placé au centre. Il est là, notre échantillon. Voilà, ça c'est notre échantillon. Et ça c'est son réseau réciproque. Voilà, le réseau réciproque. Lorsqu'on fait tourner l'échantillon autour de sa position d'équilibre, autour de son axe, le réseau réciproque, bien entendu, va tourner aussi, puisqu'ils sont liés ensemble. Voyons un peu ce que ça donne. Je ne vois pas pourquoi je ne veux pas faire de mouvement. Mais on peut voir ici que lorsque l'échantillon fait une rotation complète, chaque nœud de ce réseau réciproque, va décrire un cercle. Vous voyez là, chaque nœud va décrire un cercle. Donc, chaque nœud HKL du réseau réciproque intercepte la sphère Ewald en deux points symétriques. Et chaque plan de nœud perpendiculaire à l'axe de rotation va couper la sphère Ewald selon un cercle perpendiculaire à l'axe de rotation. Voilà donc comment ça se passe. Donc voilà, vous avez la sphère Ewald, et lorsque on tourne l'échantillon, comme ça, vous voyez, voilà, donc l'échantillon, lorsqu'il tourne, le réseau réciproque tourne avec lui. Bon, bien sûr, ici, je n'ai pas pu faire
tourner l'échantillon en lui-même. Et ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est surtout le réseau réciproque, comment il tourne. Donc voilà. Alors, donc ça, c'est ce que c'est une vue de dessus. C'est une vue de dessus. Vous voyez maintenant, si on va tourner tout l'ensemble, on tourne de l'ensemble 90 degrés et on va regarder en quelque sorte en face. Qu'est-ce que nous obtenons? Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez maintenant, lorsque je fais tourner l'échantillon autour de l'axe, le réseau réciproque va tourner aussi de l'axe. Ici, par exemple, c'est l'axe R étoile. Et là, vous remarquerez en fait que les nœuds qui se trouvent sur cet axe-là, eh bien, ils vont tourner autour de lui-même et ils ne viendront jamais se positionner sur la sphère évale. Et de la même façon que certains nœuds qui sont un peu éloignés de la sphère, ils vont tourner, mais ils ne toucheront jamais la sphère. Et en fait ça dénote, enfin, ça montre que la technique, dans la technique, il y a une zone aveugle. Il y a une zone aveugle où certains nœuds ne sont pas représentés, où certains nœuds ne laissent pas de traces dans le fil. Ils ne laisseront pas de traces sur le fil. Hein. Donc il y a les nœuds, sauf bien sûr le nœud qui se trouve à l'origine. Tous les autres qui sont sur l'axe R étoile, eh ben, lorsqu'ils vont tourner, ils vont tourner autour d'eux-mêmes et ils ne toucheront pas. De même, les nœuds qui sont assez éloignés de la sphère ils vont faire un cercle, mais donc ils ne toucheront pas la sphère évale. Sinon, tous les autres, ils vont laisser deux empreintes sur la sphère évale. Alors, j'explique encore un peu. Les nœuds qui se trouvent ici sur le plan équatorial vont laisser leurs traces sur un plan équatorial, sur ce point-là, le plan-là. Voilà. Les nœuds qui se trouvent sur cette rangée, en quelque sorte, sur cette rangée-là, ils vont laisser leurs traces sur ce plan-là, et ainsi de suite. Donc finalement selon la relation qu'on connaît, hein, HU plus KB plus LW égale à M, eh bien, si M égale à 1, nous sommes dans cette rangée-là. M égale à moins 1, nous sommes dans la rangée inférieure. M égale à 2, nous sommes dans la deuxième rangée ici. M égale à moins 2, nous sommes dans la rangée qui se trouve au-dessous, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc M égale à 0 va correspondre au plan équatorial. Alors, donc, dans l'espace réciproque, HKL sont des indices, des nœuds VW et le plan W étoile et le plan contenant ces nœuds. Alors, géométriquement, on peut voir que la distance entre ce cercle-là et ce cercle-là, la distance entre ce cercle-là et ce cercle-là, c'est toujours la même distance qui est la, la norme, si vous voulez, ou la norme du vecteur R étoile de la rangée réticulaire, rangée réciproque en fait. Et puis, si nous pouvons voir aussi que le sinus de l'angle phi, hein, cet angle-là, pour ce point-là par exemple, sinus d'angle phi, eh bien, il est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent, hein, et ça fait donc R étoile divisé par K0. R étoile divisé par K0. Maintenant, dans l'expérience, ça ne se passe pas toujours comme ça, en fait. Parce que ici, dans cette image, nous parlons du réseau réciproque. Or, nous avons besoin d'un film photographique sur lequel seront imprimées les tâches de diffraction. Et donc, ce film, lui, il est placé autour de l'échantillon. Et l'échantillon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'échantillon, il est quelque part ici au centre. Alors, voilà donc comment ça se passe. Donc, j'ai repris la même image que tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai placé un fil. Ce que vous voyez donc en blanc ici, c'est le fil. Et là, sur le film, la géométrie va changer un peu. Hein? Le film, la géométrie va changer un peu. Pourquoi? Parce que
les distances ne sont plus les mêmes. Regardez, tout à l'heure, ici, ça correspondait à R, le même R partout, mais lorsque je mets le film, à l'intersection des tâches de diffraction sur le film, et vous voyez où elles viennent, jusque-là. Les autres, elles sont là. Hein, donc, voilà, donc la strate m égale à 1 et m égale à 2 hein, ne sont pas à la même distance, donc elles sont des distances différentes. Et géométriquement, on peut écrire ici que tangente phi est égal à quoi? Est égal à S1 sur R. S1, c'est cette distance, c'est la hauteur à partir de la distance en quelque sorte entre la strate équatoriale et la strate m égale à 1, divisé par R. R, c'est tout simplement le rayon du fil, le rayon de la chambre en quelque sorte, c'est le rayon de la chambre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, on va reprendre les deux valeurs, deux formules, et on va les combiner. Alors, sinus phi, on a dit donc c'est R étoile divisé par K0. Hein? R étoile, on sait que c'est l'inverse du paramètre de l'axe de rotation, ou de la rangée, si vous voulez, UVW. Donc c'est tout simplement R de UVW. Hein? Et K0 est égal à 1 sur lambda. Tangente phi est égal à S1 sur R. Donc à partir de ces deux relations, on peut déduire R de UVW. On peut déduire R de UVW, qui est égal à lambda divisé par sinus de arc tangente S1 sur R. Donc finalement, on est capable de mesurer avec une bonne précision le paramètre de la rangée qui a été utilisée pour l'axe de rotation. Hein, par exemple, si nous choisissons la rangée R1, 0, 0, eh ben, on serait capable de mesurer le paramètre A. Si on choisit R comme la rangée 0, 1, 0, on serait capable de mesurer B. Si on choisit R égale 0, 0, 1, eh ben, ça nous permettrait de mesurer le paramètre C. Maintenant, si on choisit un autre axe, comme par exemple 1, 1, 0, eh bien, ce sera la combinaison de A et B en fait. Donc, finalement, puisque nous sommes capables de mesurer euh, la rangée qui a été choisie comme axe de rotation, eh ben, on peut mesurer les paramètres du cristal. Voici une simulation d'un diagramme de diffraction de Loué. Alors, cette simulation, elle est donnée par un programme qui est celui de Rousseau. Vous connaissez, vous demandez Google, vous mettez Rousseau ou simulation cristallographique, Rousseau, et vous allez trouver beaucoup de simulations en quelque sorte en cristallographie et même autre chose. Hein. Plusieurs parties de la physique, de l'électricité, de tout ça. Vous trouvez des simulations, mais en cristallographie aussi, il y en a beaucoup. Et parmi eux, vous trouvez cette simulation de la méthode du cristal tournant. Donc, comme vous voyez ici, cette rangée, c'est le film, hein, c'est le film, ici, voilà. Et l'axe de rotation, c'est 0, 0, 1, donc c'est un peu l'axe de C. Et alors, ce que vous voyez ici, ce sont les empreintes, ou bien les empreintes des trous, hein, c'est les trous, par où passe le collimateur et le puits, hein, parce que là, c'est un fil qui est ouvert. Hein. Et puis, les tâches de diffraction, elles sont alignées sur des rangées. Voilà, elles sont sur des rangées. Vous avez donc S1, S2, S3. Hein. Ne regardez pas beaucoup celles-là parce qu'elles ne correspondent pas bien à ce que vous voyez ici. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas... Alors, voilà maintenant un exemple concret qu'on peut utiliser pour faire des mesures. Alors, vous avez donc ça, c'est un cliché simulé d'un cristal de structure quadratique.
avec un axe de rotation 0,01. Je rappelle que la structure quadratique, c'est A égale B différent de C. Donc si on fait une rotation autour de l'axe 0,01, ce sera donc le paramètre C que nous allons mesurer. Alors, vous voyez ici, là on a pris 2S1. Alors, mesurer euh, la distance entre la strate moins 1 et la strate plus 1. Donc 2S1, on trouve 22,6 mm. Voilà, donc S1 c'est la moitié, 11,3 mm. Le diamètre, c'est pas le, en fait, c'est le périmètre de la chambre, plutôt le rayon, le périmètre de la chambre, c'est 180 mm. 180 mm, ça veut dire que le rayon de la chambre est 28,65 mm. Donc j'applique tout simplement la relation R001 égale à C égale à 1,5406. 1,5406 c'est la longueur d'onde de la radiation incidente. Et cette fois-ci, ici, il s'agit de la radiation K-alpha du cuivre. Alors ça nous donne un paramètre C égale 4,2 angstrom. Voilà. Alors si on fait un diagramme, on tourne l'axe, on tourne notre échantillon, puisqu'il est placé sur le gonomètre, il suffit de tourner l'échantillon de 90 degrés. Hein. À ce moment-là, on se retrouve on se trouve tourné, on tourne autour de l'axe B. On tourne autour de l'axe B, on fait les mêmes mesures que tout à l'heure, et on trouve l'axe B égale 3,49 angstrom, bon, A égale à B en fait. Donc voilà, voilà une méthode qui permet de mesurer les paramètres d'un cristal hein, euh, par, par la méthode cristal tournant. Alors j'attire votre attention ici que je peux aussi utiliser la distance entre la strate m égale à plus 2 et la strate m égale à moins 2. Et oui, et je peux faire les mêmes calculs et à ce moment-là, théoriquement, les valeurs que je vais trouver seront plus précises. Donc ça, c'était la méthode de cristal tournant. Maintenant, on va passer à la méthode de Debye-Scherrer. La méthode de Debye-Scherrer ou la méthode de chambre de baraque, si vous voulez. Donc, dans la méthode de Debye-Scherrer, nous avons lambda fixe, comme d'habitude, donc c'est toujours un rayonnement monochromatique filtré par discontinuité ou par monochromateur. Donc, c'est toujours la ré kappa et θ variable. Ah, cette fois-ci, l'échantillon n'est plus un monocristal. L'échantillon est un polycristal. Donc, il est sous forme bâtonnier qui est fixé toujours sur une tête goniométrique qui peut aussi tourner autour d'un axe vertical. Alors, je donne encore un peu plus d'informations au sujet de cet échantillon. Par exemple, si c'est un échantillon métallique, eh bien, vous pourrez prendre un fil tréfilé, par exemple. Un fil fin tréfilé de 0,5 mm de diamètre, ça marche. Maintenant, les autres utilisateurs de cette technique et qui ne sont pas forcément des métallurgistes, eux, ils ont plutôt des roches à étudier. Et à ce moment-là, ces roches ils sont broyées sous forme de poudre assez fine. Puis après, ces poudres sont placées dans des tubes, des tubes dits de Lindman. Et puis, on peut aussi faire l'expérience de Beischerer. Donc, l'échantillon est constitué d'un agrégat de petits cristaux, alors à orientation parfaitement statistique. Alors là aussi, je dois m'arrêter un tout petit peu pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire orientation parfaitement statistique. Donc si nous disons que nous avons des petits cristaux, donc ce sont des cristaux
des petits cristaux qui sont indépendants. Entre ces petits cristaux, vous avez des joints, donc des joints. Et l'orientation parfaitement statistique signifie que les grains ne sont pas forcément orientés selon une direction préférentielle. Voilà ce que ça veut dire. En fait, si les grains ne sont pas orientés de façon statistique, les résultats qu'on va trouver seront en fonction de cette orientation. C'est tout à fait normal. Si les grains sont orientés de façon statistique, le résultat sera le résultat d'un échantillon parfaitement statistique. Si ce n'est pas, s'il n'y a pas une orientation statistique, s'il y a une orientation préférentielle, eh bien, le résultat va être fonction de cette orientation. Donc, comment ça se passe maintenant, puisque nous avons des grains qui sont orientés dans toutes les directions, automatiquement, pour chaque angle de Bragg, on peut trouver un certain nombre de grains qui seraient en position. Parmi tous les grains, il y en a quand même quelques-uns qui sont en position. Ces grains-là qui sont en position de Bragg, ils vont vérifier la relation de Bragg selon cette équation DHKL égale 1 lambda divisé par 2 sinus θ. Voilà. Alors, le montage, il est un peu comme ça. La même chose, vous avez toujours un tube, le filtre, le collimateur, le puits, le goniomètre, l'échantillon, enfin, toutes ces choses-là sont présentes. Et vous voyez, le film, il est placé au milieu. C'est un bâtonnier. Le film est cylindrique. Hein, le film est cylindrique, comme vous voyez sur la figure du bas. Et la diffraction, alors, elle se fait souvent selon des icônes. Donc, pour chaque angle de bras, donc vous avez l'ensemble de toutes les directions. Hein, vous pouvez avoir des directions dans toutes les directions de l'espace. Donc, elles sont réparties. Hein, les tâches de diffraction seraient réparties sur des cônes. Voilà. Donc, géométriquement, le lieu géométrique des tâches de diffraction sont des cônes, donc le sommet 4 θ. Et pour un angle de Bragg donné, si le nombre de cristallites est suffisant, le nombre de tâches obtenues hein, va former un trait continu. Hein, s'il y a beaucoup de cristallites qui sont orientés dans cette direction-là, donc les tâches seront assez nombreuses, elles vont se toucher et elles vont former un anneau continu sur le fil. Voilà un peu les anneaux qui se dessinent sur le fil. Donc sur cette image, vous voyez un film, une sorte de film, et des taches de diffraction hein, qui forment des anneaux. Alors, vous avez dans le film deux trous, c'est normal. Vous avez le trou du puits et le trou du collimateur. Et autour du puits, vous avez la distance entre deux anneaux, entre deux morceaux en quelque sorte de raies, hein, deux morceaux, hein, parce que là l'anneau il complète. L'anneau complet, il n'est pas représenté ici parce que le fil il prend juste une partie. Donc vous avez un morceau de l'anneau d'un côté, un autre de l'autre côté, et vous voyez par exemple lorsque vous êtes très proche du puits, vous avez pratiquement un anneau complet. Donc la distance entre deux anneaux, hein, ça vous fait L qui serait donc égal à 4 fois R θ. Et lorsque vous êtes autour du collimateur, de l'autre côté, la distance entre deux anneaux, ça vous fait 2 pi moins 4 R θ. 2 pi moins 4 R θ. Voilà. Donc, donc là, donc vous voyez que si l'échantillon est maintenu fixe, si l'échantillon ne bouge pas, chaque tâche de diffraction va correspondre à un grain.
chaque tâche de diffraction doit correspondre à un grain. Donc on peut compter en quelque sorte le nombre de grains, hein, le nombre de grains qui sont touchés par les radiations. En fait, donc, c'est un film, c'est des raies dites ponctuées. C'est des raies ponctuées. Alors souvent, on a envie, on a besoin d'avoir des raies continues. Continu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un nombre assez grand de grains qui sont en position de diffraction, qui viennent en position de diffraction. Ce nombre serait tellement grand que les tâches de diffraction seraient très proches l'une de l'autre, de sorte qu'on obtient un anneau continu. Un anneau continu comme ceci. Voilà. Donc, en faisant tourner l'échantillon autour de son axe, on ramène d'autres grains en position de Bragg, et de cette façon-là, on va obtenir des anneaux continus. Voilà. Donc, je vais passer plus loin. Alors, d'habitude, on choisit un diamètre convenable de la chambre. Pourquoi? Pour nous permettre de mesurer aisément, en quelque sorte, les angles de Bragg. Par exemple, vous avez deux exemples de diamètre de chambre. Vous avez une chambre dont le diamètre 2R égale à 114,59 mm. Et vous avez la chambre, si vous prenez une chambre de 2R égale à 114,59 mm, ça vous donne une longueur du film de pi 2R fois pi ou bien de pi R égale à 360 mm. 360 mm, ça veut dire que pour chaque millimètre, ça correspondrait à 1 degré. Donc là, ça nous permet de mesurer directement les degrés. Voilà. Et à ce moment-là, autour du puits, θ égale à L sur 4, autour du collimateur, θ égale à 360 moins L sur 4. Voilà, tout simplement. Indexation des raies de diffraction pour les structures cubiques. Ça, on va le laisser pour la prochaine fois. Donc, merci pour votre attention. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous avons vu la méthode de Louis. Maintenant, nous allons voir comment se passe avec la méthode du cristal tournant. Alors, la méthode du cristal tournant, cette fois-ci, la longueur d'onde est fixe. Donc, c'est un rayonnement qui est monochromatique, qui est filtré, par exemple, par discontinuité ou par monochromateur. Et généralement, on utilise l'arrêt K-alpha. Bon, c'est tout le temps, en fait, qu'on utilise l'arrêt K-alpha. Θ variable, tout simplement parce que l'échantillon qui est toujours monocristallin, qui est fixé sur une tête volumétrique, on le fait tourner autour de son axe. Alors vous comprenez donc, si vous regardez un peu le montage, vous comprendrez que la méthode du cristal tournant et la méthode de Loué sont deux méthodes complémentaires.
J'explique. Il suffit de monter, de changer de chambre, de placer un filtre et de changer de chambre ou de modifier le tube. Et voilà, et vous êtes dans la méthode du cristal tournant. C'est-à-dire, vous avez votre échantillon qui est placé sur le gonomètre. Dans la méthode de Loé, l'échantillon est fixe. Dans la méthode du cristal tournant, le gonomètre, il fait tourner l'échantillon autour de son axe, tout simplement. Sinon, pour le reste, c'est un peu la même chose. Ah, pardon, je m'excuse. Ici, la chambre du cristal tournant, elle est circulaire. Voilà. Donc elle est circulaire, donc finalement, le film est aussi circulaire. Donc à la fin de l'expérience, on ouvre le film et ça nous fait donc un film blanc. Voilà donc la différence entre les deux. Alors, c'est un peu compliqué pour décrire la fonction, comment, le principe de formation de l'image de diffraction. Pour cela, je vous montre un peu cette figure. On peut voir par exemple l'échantillon qui est placé au centre, il est là, notre échantillon. Voilà, ça c'est notre échantillon. Et ça c'est son réseau réciproque. Voilà, le réseau réciproque. Lorsqu'on fait tourner l'échantillon autour de sa position d'équilibre, autour de son axe, le réseau réciproque, bien entendu, va tourner aussi, puisqu'ils sont liés ensemble. Voyons un peu ce que ça donne. Je ne vois pas pourquoi je ne veux pas faire de mouvement. Mais on peut voir ici que lorsque l'échantillon fait une rotation complète, chaque nœud de ce réseau réciproque, va décrire un cercle. Vous voyez là, chaque nœud va décrire un cercle. Donc chaque nœud HKL du réseau réciproque intercepte la sphère Ewald en 2 points symétriques. Et chaque plan de nœud perpendiculaire à l'axe de rotation va couper la sphère Ewald selon un cercle perpendiculaire à l'axe de rotation. Voilà donc comment ça se passe. Donc voilà, vous avez la sphère Ewald, et lorsque on tourne l'échantillon, comme ça, vous voyez, voilà, donc l'échantillon, lorsqu'il tourne, le réseau réciproque tourne avec lui. Bon, bien sûr, ici, je n'ai pas pu faire tourner l'échantillon lui-même, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est surtout le réseau réciproque, comment il tourne. Donc voilà. Donc ça, c'est une vue de dessus. C'est une vue de dessus. Vous voyez, maintenant, si on va tourner tout l'ensemble, on tourne l'ensemble 90 degrés, et on va regarder en quelque sorte en face. Qu'est-ce que nous obtenons? Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez, maintenant, lorsque je fais tourner l'échantillon autour de l'axe, le réseau réciproque va tourner aussi de l'axe. Ici, par exemple, c'est l'axe R étoile. Et là, vous remarquerez en fait que les nœuds qui se trouvent sur cet axe-là, eh bien, ils vont tourner autour de lui-même et ils ne vont jamais se positionner sur la sphère Ewald. Et de la même façon que certains nœuds qui sont un peu éloignés de la sphère, ils vont tourner, mais ils ne toucheront jamais la sphère. Et en fait, ça démontre, ça montre que dans la technique, il y a une zone aveugle. Il y a une zone aveugle où certains nœuds ne sont pas
représenter une certaine ne laisse pas de traces dans le fil. Nous ne laisserons pas de traces sur le fil. Hein. Donc il y a les nœuds sauf bien sûr le nœud qui se trouve à l'origine. Tous les autres qui sont sur l'axe RFY, lorsqu'ils vont tourner autour d'eux-mêmes et ils ne toucheront pas. De même, les nœuds qui sont assez éloignés de la sphère vont faire un cercle, mais donc ils ne toucheront pas la sphère éval. Sinon, tous les autres, ils vont laisser deux empreintes sur la sphère éval. Alors, j'explique encore un peu. Les nœuds qui se trouvent ici sur le plan équatorial vont laisser leurs traces sur un plan équatorial, sur ce plan-là. Voilà. Les nœuds qui se trouvent sur cette rangée, en quelque sorte sur cette rangée-là, ils vont laisser leurs traces sur ce plan-là, et ainsi de suite. Donc finalement, selon la relation qu'on connaît, hein, HU plus KV plus LW égale à M, eh bien, si M égale à 1 nous semble dans cette rangée-là, M égale à moins 1 nous semble dans la rangée inférieure, M égale à 2 nous semble dans sa deuxième rangée ici, M égale à moins 2 nous semble dans la rangée qui se trouve dessous, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc M égale à 0 va correspondre au plan équatorial. Alors, dans l'espace réciproque, HL sont les indices, les nœuds, W et le plan, la W étoile, et le plan contenant ces nœuds. Alors, géométriquement, on peut voir que la distance entre ce cercle-là et ce cercle-là, la distance entre ce cercle-là et ce cercle-là, c'est toujours la même distance qui est la norme, si vous vouliez, ou la norme du vecteur R étoile de la rangée réticulaire, la rangée réciproque en fait. Et puis, si nous pouvons voir aussi que le sinus de l'angle phi, hein, cet angle-là, pour ce point-là par exemple, sinus d'angle phi, eh bien, il est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent, hein, et ça fait donc R étoile divisé par K0. R étoile divisé par K0. Maintenant, dans l'expérience, ça ne se passe pas toujours comme ça, en fait, parce que ici, dans cette image, nous parlons du réseau réciproque. Or, nous avons besoin d'un film photographique sur lequel seront imprimées les tâches de diffraction. Et donc, ce film, lui, il est placé autour de l'échantillon, et l'échantillon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'échantillon, il est quelque part ici au centre. Alors, voilà donc comment ça se passe. Donc, j'ai repris la même image que tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai placé un fil. Ce que vous voyez donc en blanc ici, c'est le fil. Et là, sur le fil, la géométrie va changer un peu. Hein? Sur le film, la géométrie va changer un peu. Pourquoi? Parce que les distances ne sont plus les mêmes. Regardez, tout à l'heure, ici, ça correspondait à R, le même R partout. Et lorsque je mets le film, à l'intersection des tâches de diffraction sur le film, vous voyez où elles viennent, jusque-là. Les autres sont là. Hein, donc, voilà, donc la strate M égale à 1 et M égale à 2, hein, ne sont pas à la même distance, de toute façon, des distances différentes. Et géométriquement, on peut écrire ici que tangente phi est égal à quoi? Est égal à S1 sur R. S1, c'est cette distance, c'est la hauteur. Hein, la hauteur à partir de la distance en quelque sorte entre la strate équatoriale et la strate n égale à 1, divisé par R. R, c'est tout simplement le rayon du fil, le rayon de la chambre en quelque sorte, c'est le rayon de la chambre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, on va reprendre les deux valeurs de formule et on va les combiner. Alors, sinus phi, on a dit donc c'est R étoile divisé par K0. Hein?
R étoile, on sait que c'est l'inverse du paramètre de l'axe de rotation, de l'ordre de la rangée, si vous voulez, du W. Donc c'est tout simplement R de tout à l'heure. Ce que vous voyez donc en blanc ici, c'est le fil. La norme du vecteur R étoile de la rangée réticulaire, rangée réciproque. Et puis, si nous pouvons voir aussi que le sinus de l'angle phi, cet angle-là, pour ce point-là par exemple, sinus d'angle phi, eh bien, il est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent, hein, et ça fait donc R étoile divisé par K0. R étoile divisé par K0. Maintenant, dans l'expérience, ça ne se passe pas toujours comme ça, en fait, parce que ici, dans cette image, nous parlons du réseau réciproque. Or, nous avons besoin d'un film photographique sur lequel seront imprimés les